Lorsque le voyageur arrive, que ce soit par l'ouest, la route de Saint-Chély, au nord, par la route du Malzieu, ou au sud, par la route de Mende, Saint-Alban, avec ses toits gris ou bleus, lui apparaît blotti à flanc de coteau. Au sommet, se dresse un vieux château féodal aux dimensions imposantes, sous la protection duquel le village semble s'être placé. Il y a plus de 8 siècles, c'est-à-dire 878 ans exactement, de 1081 à 1375, Saint-Alban faisait partie de l'antique baronnie d'Apcher, l'une des 8 baronnies du Gévaudan. Le baron rendait hommage à l'évêque de Mende, comte du Gévaudan. Ses possessions s'étendaient des rives du Besse et de la Truyère, au-delà de Saint-Alban, au pied de la Margeride. Faisaient partie de la baronnie d'Apcher les châteaux d'Apcher, de Montalérac, d'Arzin d'Apcher, d'Albaré-Sainte-Marie, de Saint-Chély d'Apcher, du Recousse dans le Cantal à côté de Saint-Just, du Bacon et de Saint-Alban. Les origines du château, forteresse médiévale sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, se perdent dans la nuit des temps. Si on ne connaît pas ses origines exactes, on sait que 3 générations de seigneurs s'y sont succédées, les Apcher, les Louets de Calvisson et les Molettes de Morangiès. L'existence du château est véritablement signalée au XIVe siècle à l'occasion du conflit avec les Anglais. Après 1360, les routiers envahissent le Gévaudan et font siège du château sans succès. Une autre bande de routiers réussit à s'emparer du château en 1414 et à faire prisonnier Béraud d'Apcher lui-même. C'est dans cette circonstance que le donjon aurait été rasé et les douves comblées au sud et à l'est. De la forteresse médiévale, il reste aujourd'hui les éléments d'architecture défensive situés au sommet de l'édifice et la plus grande partie des corps de bâtiments et des tours. On peut penser que le premier château ressemble à celui dessiné sur cet écusson qui fait partie d'une fresque peinte sur des planches de bois. Celle-ci recouvrait un plafond d'une salle à l'entrée gauche sous le porche. Du Moyen-Âge, le château conserve encore son plan à peu près rectangulaire, formé de 4 corps de bâtiments autour d'une cour. En vérité, ce plan est tout à fait irrégulier. Les corps de bâtiments, est et ouest, n'ont pas partout la même profondeur et les tours ne sont pas disposées de la même manière par rapport aux gros œuvres des bâtiments. Au rez-de-chaussée, de l'angle nord-est, on remarque des maçonneries arrondies d'épaisseur considérable qui semblent relever la présence d'une construction ancienne non identifiée. Les diverses parties du château sont difficiles à dater tant l'édifice est complexe sur le plan archéologique. Durant toute la période médiévale, le château a pu subir de profondes modifications, notamment pendant la guerre de Cent Ans. On relève en effet de nombreuses différences dans l'agencement des pierres qui attestent des remaniements successifs. En 1608, le château est transmis par mariage à la famille de Morangiès, qui l'habitera 213 ans. C'est à cette époque que le château et le domaine sont érigés en marquisat. Le château, qui a probablement souffert des guerres de religion à la fin du XVIe siècle, est reconstruit et embelli au XVIIe siècle. Portail d'entrée, les grandes fenêtres à meneaux et traverses, la galerie sur cour témoigne de l'ampleur de ces travaux. Ce qui surprend le plus, lorsque l'on découvre le château pour la première fois, c'est l'emploi du matériau local, l'arcose rose orangé. C'est une sorte de grès rouge veiné de jaune qui provient du hameau voisin le Rouget. Cette couleur rose tranche sur le granit et les bois sombres de la Margeride. L'arcose rose a été utilisée pour le grand portail d'entrée sud, les encadrements de nombreuses baies et la galerie sur cour. Elle a également servi à réaliser des cheminées et des sols à l'intérieur.
On en a retrouvé aussi dans plusieurs maisons de Saint-Alban, dont certaines sont aujourd'hui démolies. La façade sud est dominée par la présence d'un magnifique portail entièrement construit en arkose rose et qui apparaît comme un chef-d'œuvre du genre selon des spécialistes en architecture. Il fait partie d'une série de portails à bossage inspirés des modèles de l'architecte italien Sebastiano Serlio qui séjourna en France à la Renaissance. À Saint-Alban, la logique du bossage en pointe de diamant est poussée à son extrême. Pieds droits, montants verticaux sur lesquels s'appuie la courbe du portail, pilastres, piliers engagés et même les 3 grandes clés de l'arc sont traitées ainsi. La partie frontale du fronton est ornée des armes des seigneurs d'Apcher, premiers maîtres des lieux. On y retrouve également les armoiries des Louets de Calvisson et des molettes de Montrangiès. La composition de ce portail est très proche de celui du château de Pionçat dans le Puy-de-Dôme, dont la construction, commencée vers 1580, a été interrompue en 1610. Une ressemblance existe également avec le portail de l'hôtel d'Acézat à Toulouse ou celui plus proche du château de Sévrac-le-Château dans l'Aveyron. La galerie Renaissance sur cour visible dès le portail d'entrée constitue l'élément décoratif le plus étonnant du château. Elle est construite sur 3 niveaux, entièrement en arkose rose, ce qui lui donne un air élégant de loggia italienne. Aux 2 premiers niveaux, pilastres et colonnes reçoivent des arcs surbaissés, tandis que les colonnes du 3e niveau supportent la toiture. Au rez-de-chaussée, le mur du fond compte un décor de niches aveugles. Rien ne prouve que ces niches aient un jour abrité des statues. Les 2 balustres ne sont pas identiques. La plus haute est ornée de motifs classiques en demi-cercle adossé. Elle est surmontée d'une grille en bois. Les fenêtres donnant sur la galerie sont dotées de vitraux. L'ensemble, qui date vraisemblablement du début du XVIIe siècle, est à comparer avec des exemples de la Renaissance tardive dans nos régions, comme le château de Grave dans l'Aveyron ou celui de Valprivat en Ardèche. Les façades nord et ouest sur cour possèdent au premier étage de remarquables fenêtres à meneaux du XVIIe siècle, encadrées de pilastres et de consoles supportant une corniche. Une très belle porte donne accès à l'escalier d'honneur. Sa composition et les détails du fronton sont encore d'inspiration italienne entre Renaissance et baroque. La porte, elle, est une menuiserie du XVIIIe siècle. C'est par une de ces nombreuses portes sur cour que nous allons pénétrer dans le château et glisser notre caméra afin de vous faire découvrir ce qui encore aujourd'hui témoigne du passé de notre village. Commençons la flânerie dans les caves voûtées, dont la bâtisse exceptionnellement bien conservée vaut le détour. Parfois, au hasard d'une porte, des surprises nous attendent. Au rez-de-chaussée, à droite, dans l'entrée de l'escalier d'honneur, une salle abrite l'office du tourisme. Ici, une magnifique cheminée en arkose rose fait partie du décor. Le pèlerin peut également y admirer le plafond, le mieux conservé du château. À gauche de l'entrée, des salles voûtées ont été restaurées pour accueillir des expositions. Une autre salle, au fond de la cour, sous la galerie, a été remise en état et elle est actuellement sans affectation. L'escalier d'honneur nous amène au premier étage, où sur la gauche, une autre pièce a été aménagée pour accueillir d'autres expositions. À droite, nous pénétrons dans la salle du château la mieux conservée. Une très élégante cheminée en arkose rose, très certainement la plus belle du château, siège au centre du salon. Le plafond est encore en très bon état. Apprécions aussi les lambris-bas qui donnent un aspect plus riche à la salle. Dans la pièce jouxtant celle-ci, des décors ont survécu aux années. De véritables tableaux de scènes champêtres. Si l'on ne peut dater les boiseries, on devine que le parquet, fait de marqueterie, est très ancien. Poursuivons notre chemin dans les méandres du château. Nous arrivons dans la cage d'escalier côté nord. Sur le mur,
Deux ouvertures murées témoignent, s'il en est besoin, que cette partie de la construction date certainement de l'origine du château. Dans la cour centrale, située sur la façade nord au premier étage, on peut sur le mur encore apercevoir les restes d'une fresque. Sur les fragments de l'enduit, des visages et des corps apparaissent. Art brut ou fresque très ancienne, point d'interrogation. Dans la salle attenante, une cheminée décorée de boiseries sur lesquelles de serpents sont sculptés. Retournons sur nos pas et prenons cet escalier. Sur le palier du second étage, une sorte d'armoire à conserver malgré les ans sont des corps peints qui datent certainement de la même époque que cette fresque dessinée sur le plafond d'une pièce au rez-de-chaussée et mise à l'abri après l'incendie en attendant une éventuelle restauration. Avant de nous rendre dans les dédales des combles, découvrons cette cheminée au second étage, située sur la façade nord. Elle est différente des autres car bâtie en granit de la Margeride. Nous achevons la promenade sous les toits, où les poutres à demi calcinées nous rappellent l'incendie de 1971 qui détruisit en grande partie la toiture. C'est au XVIIIe siècle qu'il faut replacer les méfaits de la fameuse bête du Gévaudan, dont l'histoire se trouve mêlée à celle du château de Saint-Alban. La bête apparaît en juin 1764 dans la région et sème aussitôt la terreur dans nos campagnes. Durant 3 années, elle sévit, entraînant la mort d'une centaine de femmes et d'enfants, dont plusieurs aux environs de Saint-Alban. Le 19 octobre 1764, une fillette de 20 ans est dévorée à Grazières. Le 4 mars 1765, on déplore une victime à Lageau. Le 11 mars, une fillette près de Fontan. Dès le 28 octobre 1764, le comte de Morangiès décide d'organiser l'une des grandes battues parties du château de Saint-Alban pour tenter de tuer la bête avec 10 000 hommes environ, venus de Saint-Chély-d'Apcher, Aumont, Rimeise, Javol, etc. La famille de Morangiès participe beaucoup aux efforts des pouvoirs publics pour vaincre ce fléau de Dieu. Cette malheureuse histoire se termine le 19 juin 1767 lorsqu'un paysan, Jean Chastel, réussit à tuer un loup avec une balle bénite près du mont Mouchet en Margeride. À la fin du XVIIIe siècle, Jean-François Charles de Morangiès, alors propriétaire du château, mène une vie dissolue. Il est emprisonné à la conciergerie et défendu par Voltaire lui-même lors d'un procès devant le Parlement de Paris. Un autre Morangiès est gouverneur de Gênes en 1811. Son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris. En 1821, complètement ruiné, les Morangiès vendent le château alors délabré à Hilarion Tissot, frère de l'ordre de Saint-Jacques-de-Dieu. C'est à partir de là que l'histoire du château et celle de l'hôpital se confondent.